Tristan? Tristan, non, Formel, pardon. Oui, Formel, c'est à toi. oui, on m'entend. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis vraiment interloqué par l'émission d'aujourd'hui. Vous l'aviez annoncé déjà, je crois, il y a quelques semaines ou quelques mois, non? Il y a quelques semaines. Et puis j'avais complètement oublié du coup, et donc j'avais plusieurs questions à poser, je sais pas si c'est possible. Vas-y, commence. Et peut-être une chose aussi à apporter, mais ça, je sais pas. Donc voilà, déjà, je voudrais demander à Patrick ce qu'il pense de la date d'aujourd'hui même. Parce que je pense que c'est une date un peu particulière et que je vois plutôt sur un plan positif, en fait, pour l'humain. Voilà, bon, parce que bon, chaque jour est différent. Et donc, première question. Deuxième question, je voulais revenir sur l'horoscope chinois, parce que on s'aperçoit dans l'horoscope chinois que le jour de l'an n'est pas placé comme le nôtre. Alors, est-ce que nous, on peut s'identifier en tant qu'occidentaux à leur horoscope? Et que penser d'une personne qui serait dragon, mais née dans l'année du serpent? Et que penser aussi du phénix? Et pourquoi il est si ésotérique, c'est-à-dire si mystérieux et qu'on n'entend aussi jamais parler? Voilà, deuxième question. Troisième question, je voudrais aussi demander pourquoi ou pas pourquoi, ou pourquoi pas, je sais pas. Qu'est-ce que notre invité pense d'un grand génie que je qualifie de grand génie qui s'appelle Gurdjieff. Et voilà, est-ce que c'est de l'ésotérisme ultime et donc qui dépasse les frontières et donc les esprits n'en parlent pas parce que c'est vraiment ultime et donc ça repousse Attends, mais Ouais. un instant, on va déjà voir si Ok, parce que bon là, il je suis répond un peu à confus. tes questions. Ouais. Alors Patrick. déjà d'un point de vue purement alchimique, je peux parler du phénix, qui est quelque chose effectivement d'intéressant dont j'ai pas parlé parce que je peux pas tout développer. Je parle assez peu des horoscopes parce qu'en alchimie, on s'affranchit des astres, ça évite les désastres. Ah bon? C'est-à-dire, on s'affranchit des astres. C'est-à-dire que astral quand même. Si, bien sûr, mais un côté plutôt sidéral. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la position des planètes, mais on va tenir compte des saisons. Par exemple, si vous regardez le Mutus Liber, il y a un dessin où vous voyez un personnage qui récupère de la rosée sur des draps, et d'un côté on voit un bélier, et de l'autre côté on voit un taureau. Donc là, c'est des périodes où on nous dit, tu iras chercher la rosée entre le bélier et le taureau. Donc là, on va tenir compte de ça. On va tenir compte des lunes aussi. C'est pour ça que sur certaines gravures, on voit un petit ourson qui se balade. Évidemment, le petit ourson, c'est la petite ours c'est la polaire, et donc ça nous donne une indication de direction. Quand tout à l'heure, je parlais des trésors, c'est les 13 ors, bien sûr. Ça veut dire qu'on va travailler les années où il y a 13 lunes. Hein, c'est ça, nos 13 ors. Les dragons sont gardiens des trésors. Voilà, dans la tout à fait. mythologie. Tout à fait. Donc, on va chercher le feu d'en bas, Oui. les années où il va y avoir les trésors. Passionnant. Voilà. Quant à la date d'aujourd'hui, pour moi, encore une fois, Le on en... 17/1/2005, quoi. Oui, mais on n'en tient pas compte parce que... Ah bon? Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Comment c'est possible? Mais tout est possible. Après, c'est une question Oui, de c'est vrai, croyance. après tout. Notre Mais je univers, veux dire, c'est une les question de chiffres, croyance. les mathématiques, c'est tellement... Oui, sauf que ce calendrier, il est subjectif. Oui, c'est ça Comme le vous, problème, hein. mais oui, Exact. est-ce que c'est vraiment cette date? Non, parce Et qu'il a pourquoi changé pas? plein de fois. Mais je veux dire, ce jour est pas plus remarquable qu'un autre, en tout cas d'un point de vue Ah du bon? calendrier, du point de vue numéraire. Moi, Maintenant, je il y a, oui, mais il est remarquable pour vous, ça suffit. Je Ouais, veux dire, c'est c'est, énorme. bah oui, mais c'est la chose la plus importante, hein. Bon, ça, c'est ce que je pense un petit peu là-dessus. Alors maintenant, quant à l'horoscope chinois, j'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour vous répondre, mais dans le phénix, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est la fin de l'œuvre. J'ai parlé du premier œuvre, l'œuvre au noir, qui est la décomposition de la matière. Il y a un deuxième œuvre qui s'appelle l'œuvre au blanc. On recompose la matière une fois qu'elle est purifiée. Et quand la matière est purifiée, alors la lumière qui est à l'extérieur rentre à l'intérieur et là, ça devient rouge. Et c'est l'œuvre au rouge. Mais ça s'appelle aussi le phénix. Et pourquoi ça s'appelle le phénix? Parce que on a utilisé un sel, et sur ce sel, on a mis un liquide rouge. Et à ce moment-là, si ça se passe correctement, quelque chose sort de la matière. Donc c'est une matière volatile qui sort des cendres. Un volatile qui sort des cendres, bien sûr, on a pris un phénix. Oh là là, c'est énorme. Voilà donc pourquoi Enfin, on a j'aime ce pas symbole. mot, mais- Les lois de la physique et des mathématiques sont valables sur Terre, elles sont alors valables dans tout l'univers? Certes non, bien sûr, Certes non. bien sûr que non. Non, mais dans pas mal de parties de l'univers, ou certaines parties de l'univers.
Ce sera les mêmes lois. On n'en sait rien du tout. La seule chose qu'on peut dire, c'est que de notre point de vue, ici, dans notre sphère d'influence, les lois mathématiques semblent être correctes. Mais encore une fois, la mathématique qu'on a fabriquée, c'est un point de vue. La physique aussi, c'est un point de vue. On pourrait imaginer, par exemple... Non, enfin, je veux dire, il y a quand même une réalité. Oui, il y a notre réalité, ici et maintenant. Une réalité universelle, je veux dire, il y a des lois qui nous concernent tous. Moi, je crois pas, qui nous concernent tous. Par exemple... Humainement. Non, mais par exemple, nous, on est bâtis sur une chimie carbonée, hein, en tant qu'être humain. La base, la brique initiale de la vie, c'est le carbone. Et on a toujours dit, il est impossible qu'il y ait de la vie ailleurs. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'il y ait de la vie, pas ailleurs, hein, mais par exemple dans des endroits très chauds, des endroits où il y a énormément de pression. Et on a trouvé sur Terre, par exemple, des bactéries qui vivent dans des cheminées de volcans. On les a trouvées récemment, qu'on a appelées les lucifera, bien sûr. Et ça n'existe pas. C'est pas possible. Un animal qui vit à partir de 350 degrés, les règles de la chimie et de la physique organique aujourd'hui empêchaient ce genre de choses. Pourtant, on les a trouvées. On a de la vie organique, par exemple des acides aminés, à l'intérieur des noyaux des comètes. Mais comment c'est possible? La température extérieure est de moins 270 degrés. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucun échange biologique à l'intérieur. Comment c'est possible de maintenir une brique initiale? Donc vous voyez, c'est en fonction de nos connaissances, en fonction de nos points de vue. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres endroits où la gravité n'est pas la même, à supposer que la gravité existe. Il y a des endroits où le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc, je pense que les lois sont pas absolues, mais qu'elles sont relatives. Merci Formel pour tes questions. Excusez-moi, une dernière chose. Rapidement, oui. Oui, vous parlez du fil conducteur, pourtant toute chose est reliée aux autres, donc bon. Et maintenant, une dernière chose, je voulais vous demander si par hasard vous connaissez l'œuvre de Katsuhiro Otomo, qui a fait Akira, qui est très connu. Oui, je connais, oui. Et donc, est-ce que vous connaissez plus que bien ou Non, je connais comme ça. Ce que je peux vous conseiller, c'est de lire la bande dessinée et puis de voir Steam Boy, le film. Eh ben, je le ferai avec plaisir. Merci Formel. Franchement, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Nous accueillons Tristan. Oui, bonjour. Bonjour Tristan. Qui regrette que certains auditeurs laissent pas un peu plus la parole aux autres quand ils sont à l'antenne. Mais tout le monde est comme toi, tout le monde a plein de questions à poser. Je sais. Alors écoutez, j'ai pris un peu l'émission en cours. J'ai noté quelque chose qui me touche d'assez près. Être en chaque chose, hein, et que chaque chose soit en nous. Ne pas se fractionner. Et tout à l'heure, Patrick, vous avez dit que les gens souvent avaient tendance à se fractionner lorsqu'ils voulaient le pouvoir ou qu'ils convoitaient un petit peu la richesse ou la matière. C'est ça que j'ai entendu. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Et je suis dans ma famille, moi, c'est pas une psychothérapie familiale par téléphone que je vous demande, hein, mais je suis entouré de personnes. Je suis un petit peu dans ma famille quelqu'un qui a souvent rejeté l'appât du gain ou un certain carriérisme dans lequel on a voulu me faire rentrer. Et j'ai noté, à travers mon père et mon frère, par exemple, hein, qui ont été des hommes qui étaient très prévoyants, très constructeurs, très carriéristes, hein, des symptômes ou des maladies qui sont tombées, et notamment des problèmes de reins, avec des tumeurs qui ont failli les emporter. Mon père a été emporté par un cancer du rein, et mon frère a failli aussi. Et est-ce qu'il y a un fractionnement? Est-ce que dans la façon qu'on a de vivre, hein, il peut y avoir ce fractionnement causé par le psychisme ou par des choix de vie qui puissent conduire à des dérèglements et des maladies précises de blocage comme ça? Tout à fait, sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute, notre corps réagit par anticipation. C'est-à-dire que, imaginez, notre corps, c'est une fourmilière. Oui. Il n'existe pas en tant que tel. Et quand on a compris ça, on comprend beaucoup du fonctionnement biologique. Ce qui veut dire que vous essayez d'avoir un pouvoir particulier, ou vous essayez en tout cas de concentrer toute votre énergie vers quelque chose, ce qui veut dire que votre organisme est mené à un stress, à une énergie globale énorme. Donc il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être un système de soupape. Et la soupape, c'est le symptôme, c'est la maladie qui va se déclarer. Le fait de travailler, si vous voulez, vers un but unique de pouvoir aussi, faut s'entendre sur le terme pouvoir. Hein. Oui. C'est pas, je parle pas de pouvoir magique. Hein. Je parle de cette idée de maîtriser toute chose, cette idée d'avoir la main mise sur les choses. Hein. Oui. C'est un peu comme le syndrome de la savonnette. Vous savez, quand vous essayez d'attraper une savonnette et que vous avez les mains humides, plus vous serrez, plus elle vous échappe. Oui. Donc notre corps va réagir exactement de la même manière. C'est-à-dire que plus je vais essayer d'avoir un pouvoir, plus je vais être coercitif, plus tout va fuir autour de moi. Et en finalité, mon corps va faire exactement la même chose. D'accord. Donc la clé, en tout cas pour moi, bien sûr ce que je dis n'engage que moi, hein, c'est faites ce qui vous semble juste à vous.
c'est-à-dire ni bien ni mal. Le bien et le mal est subjectif, hein. Ce qui est bien pour vous n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, mais faites ce qui vous semble juste à vous. Hein, dans le moment présent, qu'est-ce qui vous rend heureux? Et à partir de ce moment-là, quelles que soient les considérations des autres, partez du principe que personne d'autre que vous ne sait ce qui est bon pour vous. Mais ça veut dire par là aussi que on utilise l'embarras du choix. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'est vous qui décidez. Absolument, d'accord. Alors si vous acceptez de décider, à ce moment-là, et de vivre votre moment présent dans l'intensité qui est la sienne, bah, vous avez de compte à rendre à personne, vous êtes libre. D'accord. Juste savoir où est-ce qu'il est possible de trouver vos livres, autant la trame que ces contes initiatiques. Est-ce qu'on peut les trouver sur Paris? Enfin, est-ce qu'il y a un endroit où on peut les... c'est le Mercure Dauphinois, donc c'est trouvable assez facilement. Je pense qu'à la Oui, FNAC, même chez des libraires, sans problème, ils te le commandent. Hein. Bon, alors, parfait, très bien. Sur tous les sites internet où il est présent. Voilà, ça se trouve un peu partout. Merci de la réponse. Hein. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir. Nous allons accueillir Hassan. Allô, bonjour. Bonjour Hassan. Bonjour, voilà, je vous écoutais à l'instant. Donc je me posais des questions, moi, par rapport aux minéraux. Parce que les minéraux m'intéressent particulièrement. Et je vous ai entendu parler d'alchimie, donc je me demandais quels étaient les symboles, d'après l'alchimie, ou du moins votre science, quels sont les symboles du fer particulièrement, et puis pourquoi pas de l'or et de l'argent, du zinc. C'est-à-dire à quoi ça correspond dans la démarche, démarche initiatique ou Oui, bah, je peux vous donner les 7 métaux principaux avec leur correspondance. Voilà, ce serait ça qui m'intéresse. Bah, je vais vous les donner. Donc, vous avez le premier, parce qu'il y a une chronologie. Hein. Pourquoi on utilise ces 7 métaux en alchimie? Parce que pour l'alchimie, c'est le même à des états de maturation différentes. Oui. Donc, le plus jeune, c'est le plomb. Et le plomb va représenter le Saturne. Et ça va représenter aussi le fractionnement, le chaos, ou la naissance de toute chose. Ça, c'est le premier métal. Ensuite, vous avez l'étain. L'étain représente la puissance dans son bon côté, et dans son mauvais côté, le pouvoir. C'est Zeus ou Jupiter. Ensuite, vous avez le fer qui représente Mars, qui représente dans son bon côté la force, dans son mauvais côté la violence. En gros, pour chaque métal, il faut maîtriser le mauvais côté pour avoir le bon. Hein. Ensuite, vous avez le Mercure, qui est le messager des dieux. Dans son bon côté, c'est l'écoute. Dans son mauvais côté, c'est je n'écoute que moi. Et donc, évidemment, j'entends rien de ce qui est à l'extérieur. Ensuite, vous avez le cuivre. Donc le cuivre, c'est Vénus, qui représente le rapport à l'autre, la sensiblerie, les chagrins d'amour dans son mauvais côté, et la compréhension de l'autre dans son bon côté. Ensuite, vous avez l'argent qui est représenté par la Lune, par Sélène ou par Diane, qui représente la peur dans son mauvais côté, et la spiritualité, l'ouverture d'esprit dans son bon côté, pardon. Et enfin, vous avez l'or, le dernier des métaux, qui représente dans son mauvais côté l'égocentrisme, l'égoïsme, et dans son bon côté la perception de l'unité. D'accord. Et l'astre, c'est le soleil qui va avec C'est le soleil qui va avec l'or. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'ai entendu parler, parce que je ne suis pas un expert en la matière, que toute personne, en fait, est plus proche d'un métal particulièrement, dans son tempérament. C'est vrai, tout à fait. On a ce qu'on peut dire, on a sa carte métallique. C'est comme si on avait ces 7 métaux à l'intérieur de notre corps. D'ailleurs, c'est pas comme si on a ces 7 métaux à l'intérieur de notre corps. Bien sûr, pas dans la formule de notre sang, hein, mais dans une structure encore plus petite. On va dire par exemple. Pas dans le sang. Non. Si je fais un dosage dans mon sang, ça n'a pas d'importance. Et puis ça change fréquemment. Je parle de quelque chose de structurel, pas quelque chose qui passe. Alors on dit que c'est dans notre ADN, alors on va dire oui mais attendez, l'ADN il y a 4 bases, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des métaux à l'intérieur, sauf que les bases elles tiennent pas en l'air toutes seules. Elles se tiennent ensemble avec des ponts disulfures, c'est des sulfures métalliques. Et donc on va trouver les sulfures de ces 7 métaux à l'intérieur. Par exemple, si j'ai beaucoup de fer dans ma carte métallique, à chaque fois que j'aurai une émotion, ça va sortir sous forme de colère. Si j'ai beaucoup d'argent, alors à chaque fois que j'ai une émotion, ça va sortir sous forme de peur. Alors hommes et femmes, on n'est pas calés de la même manière. L'homme, on est beaucoup plus sensible au métal, le fer, donc il sera soumis évidemment à plus de colère, choses comme ça. La femme, c'est l'argent. Oui, mais en fait, je me suis interrogé parce que j'ai ressenti ça carrément. Donc ça colle, et c'est pourquoi d'ailleurs les femmes sont cyclées sur la Lune. Mais alors est-il important de s'entourer du métal dominant dans notre carte métallique? C'est une bonne question.
Non, pas forcément. Ça peut révéler quelque chose, ça peut exacerber quelque chose, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais l'exacerbé, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est comme celui qui est le plus libre, c'est-à-dire celui qui voit qu'il a des chaînes. L'exacerbé, ça permet de le comprendre et d'avancer. Tout à fait, ça peut être, on peut, je dirais, volontairement mettre le doigt où ça fait mal pour s'en débarrasser. Mais en tout cas, ça dépend comment on veut aborder le sujet, quoi. Et y a-t-il un moyen de connaître sa dominance comme ça en... Oui, il y a un moyen, c'est un peu long à vous expliquer là, mais on peut, bien sûr, on peut le faire, oui. D'accord. Voilà, San. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Hein. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Nous accueillons Marie. Après, nous ferons une respiration musicale. Marie ? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'ai écouté un petit peu en cours de route, mais il y a des choses qui m'ont vraiment intéressée et merci pour être aussi clair et compréhensible. Alors, il y a eu une évocation à un moment donné, vous avez évoqué le fait d'augmenter des vibrations pour passer des sens qui sont celui du toucher vers celui de l'ouïe et de la vue, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. Et alors ça m'a renvoyé à un livre de Omram Mikhaël Ivanov, je ne sais pas si vous connaissez, Oui. dans lequel il évoque effectivement le fait que les vibrations sont de plus en plus lentes quand on descend vers le sens du toucher. Et immédiatement, j'ai pensé à un thème qui est celui de la sexualité, parce que lui, il associe effectivement la sexualité au toucher, et d'une manière même assez péjorative. Et je me suis demandé si l'alchimie intégrait la notion de sexualité comme une voie aussi, presque comme le tantrisme, pour devenir ce Christos, ce Christ. Disons que c'est pas directement explicite dans le sens où en alchimie, je dirais rien n'est interdit. C'est-à-dire dès l'instant où c'est quelque chose qui vous rend en équilibre, eh bien c'est quelque chose de nécessaire. Vous savez, les sens sont les points d'entrée de l'être, mais ça doit pas être le but. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que on n'a pas un Dieu jaloux qui nous a dotés de sens et qui nous interdit de nous en servir. Ouais. Donc, il est évident qu'on va s'en servir et qu'on va s'en servir avec bonheur. Par contre, ça doit pas être le but. Sinon, je ne fais que satisfaire le corps et jamais l'esprit. Donc, le but du jeu, ça va être de faire un équilibre entre les deux. Si moi, dans ma sexualité, c'est quelque chose qui m'emplit complètement, qui est fait sans contrainte, et qui me fait toucher ce qu'il y a derrière, parce que la sexualité est évidemment quelque chose de très intéressant, mais qui va toucher une partie de ma perception de l'univers. Oui. Là, on partait du toucher, mais rien nous empêche d'entendre des sons, de voir du couleur, et d'aller au-delà. Et rien nous empêche, au-delà de cette sexualité, ça veut pas dire sans, Ouais. mais ça veut dire au-delà, de trouver une unité. Et à ce moment-là, percevoir l'unité. Et d'ailleurs, ça va se produire. Et quand ça se produit avec quelqu'un, eh bien, on est dans un éternel moment présent. On appelle ça une fusion. On est au-delà de toute perception et on fait qu'un avec l'autre. Et à ce moment-là, la sexualité sera une démarche, une marche, un cheminement qui nous permettra d'atteindre ça. Dès l'instant, bien sûr, il n'y a aucune contrainte, il y a un partage et une vraie fusion avec l'un et l'autre. Mais aucun jugement moral là-dessus, Ouais. car la morale n'existe pas. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je Très vous en bien, prie. Marie. Au revoir. Au revoir. Comme l'alchimie est basée sur des éléments naturels, sur des minerais, sur l'eau, sur toutes sortes de choses qu'on peut trouver en baissant les yeux et en regardant le sol, en dehors évidemment des grandes villes. Est-ce que cette pollution grandissante, est-ce que l'état de la planète, de plus en plus polluée chaque jour, de plus en plus détruite, ne va pas amener à la disparition de cette alchimie ? Je me pose aussi une question, ou plutôt je me fais une réflexion. Il y a quelques centaines de millions d'années, il y avait que de l'eau sur la Terre, et sur cette Terre, il y avait une espèce qui vivait, et qui vivait tellement bien qu'elle s'est reproduite, elle a fait une civilisation incroyable, et comme elle s'est reproduite, bien sûr, elle a pollué. Elle a fait une pollution incroyable. Elle a inventé un gaz d'une toxicité qui rongeait tout. Les métaux, les minéraux, tout ce qui était vivant. Un poison incroyable qu'on serait incapable de faire aujourd'hui. D'ailleurs, ça les a tous tués. Sauf une poignée qui a réussi à se sauver au fond des mers. Alors, bien sûr, c'est pas les Atlantes, hélas, mais c'est les bactéries anaérobies. Et le poison terrible qu'elles ont créé qui rongeait tout, c'est l'oxygène. Si elles n'avaient pas pollué à l'époque, on n'existerait pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste ? C'est une bonne réponse. Une autre chose qui m'est venue en vous écoutant cet après-midi, j'ai eu l'impression que l'alchimie n'était qu'une façon poétique de parler de la chimie.
Alors, j'espère que non. La chimie... Je le savais en vous posant la question, mais je vous laisse le... Oui, la chimie, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose qui tient pas à la dimension de l'homme. C'est-à-dire qu'on peut faire de la chimie avec des machines, de l'alchimie, jamais. L'expérimentateur a une place dans l'expérience. C'est la même chose qu'un copiste et qu'un artiste. Il y a une dimension, une saveur, une profondeur sans commune mesure. Alors revenons à la culture et l'alchimie très présente et Blanche-Neige. J'ai tout à l'heure lancé cette phrase. Blanche-Neige et l'alchimie, pourquoi ? Alors Blanche-Neige, bien sûr, il faut savoir que tous les contes de Grimm, sans exception, sont des contes qui véhiculent un message alchimique. Je vais vous raconter Blanche-Neige, mais en le voyant un petit peu différemment. Alors déjà, il faut comprendre un petit peu les œuvres, le principe de l'alchimie. Vous souvenir que pour obtenir la pierre philosophale, qu'elle existe ou pas, il y a 3 étapes. Obtenir la connaissance. Voilà, la connaissance, mais là la pierre va avoir un sens, vous allez voir pourquoi. Et le premier œuvre, c'est la décomposition de la matière, c'est l'œuvre au noir. La deuxième œuvre, c'est recomposer la matière, c'est l'œuvre au blanc. Et le troisième œuvre, c'est quand la lumière descend à la matière, c'est l'œuvre au rouge. Donc 3 couleurs, noir, blanc, rouge. Ensuite, on va passer 3 étapes que j'ai sommairement nommées tout à l'heure, qui sont les 7 étapes à franchir: la maîtrise de la peur, l'écoute de l'autre, la perception de l'unité, la maîtrise de la violence, recevoir la puissance sans succomber au pouvoir, et rassembler ce qui est épars. Donc 7 épreuves à franchir. Alors, voilà comment ça commence. On a une femme, on a une reine qui est derrière une fenêtre d'ébène, dehors il neige, elle est en train de coudre, elle se pique le doigt. Elle dit: j'aimerais bien avoir une fille qui ait la peau blanche comme la neige, les lèvres rouges comme le sang, les cheveux noirs comme l'ébène. Bon, évidemment, on a les 3 couleurs de l'œuvre, noir, blanc, rouge. Et Blanche-Neige représente la matière première, elle s'appelle Blanche-Neige, la matière pure, celle capable de recevoir la lumière. Alors, vous connaissez l'histoire, sa mère meurt, le roi se remarie avec une méchante reine, et la méchante reine représente l'envieux, justement. Celui qui cherche la pierre philosophale ou qui cherche la connaissance pour le pouvoir. À tel point, c'est qu'elle est en permanence devant son miroir en demandant « est-ce que je suis la plus belle ?» Donc la seule chose qui l'intéresse, c'est les apparences. Et son miroir, bien sûr, lui fait une réflexion, ce qui est normal, c'est un minimum pour un miroir, car ce miroir réfléchit. Et quand Blanche-Neige a 7 ans, elle lui dit: non, c'est pas toi la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend Blanche-Neige, elle la met à la porte. Et Blanche-Neige part, elle passe à travers la forêt, il y a des animaux qui la menacent, et elle trébuche sur des pierres. Donc elle passe par le minéral, le végétal et l'animal. Alors il faut savoir que pour faire la pierre philosophale, quand on a décomposé la matière, on obtient 3 principes. Le principe sel, qui est la matière la plus fixe, le principe soufre, qui est la matière animée, les émotions par exemple, et le principe mercure qui est l'esprit. Alors, comment on les retrouve ? Une fois que Blanche-Neige est partie, la vilaine reine, elle demande à un chasseur vert d'aller tuer Blanche-Neige. Alors pourquoi vert, le chasseur ? Eh bien, c'est la connaissance des choses cachées, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et elle lui dit: quand tu auras tué Blanche-Neige, tu me ramèneras ses poumons et son foie. En aucun cas, elle dit, tu lui ramèneras le cœur. Ça, c'est Walt Disney qui dit ça. Alors pourquoi les poumons ? Quand ce que je prends comme référence, c'est chez Folio Classique, pourquoi les poumons et le cœur ? Eh bien, à l'intérieur des poumons, il y a le souffle. Et le souffle, les poumons et le foie. Les poumons et le foie. À l'intérieur des poumons, il y a le souffle. Et le souffle est très proche du soufre, car on utilisera son souffle pour éliminer son soufre. Vous remarquez, quand vous avez des émotions, la première chose que vous faites, vous soufflez. Vous avez passé une journée, ou quelqu'un vous dit quelque chose qui vous plaît pas, dites quelque chose qui plaît pas à un enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il souffle. Donc, c'est bien une manière d'exprimer les émotions, donc ces émotions seront le siège à l'intérieur des poumons. Ça, c'est pour le soufre. Et l'autre partie, eh bien, ça va être le foie. Pourquoi ? Mais parce que le foie, c'est le siège de la foi. Donc, c'est le siège de l'esprit, le spiritus. C'est là où le ciel devient fiel. Car quand vous avez une crise de foi, c'est que votre âme erre. J'utilise bien sûr la langue des oiseaux. Votre âme erre. Donc, il est normal qu'en récupérant le foie, elle récupère le mercure. Et elle lui dit... il manque un élément, le sel, l'élément le plus fixe. Et elle dit, quand vous les aurez, vous les ramènerez à mon cuisinier qui les cuisinera au sel. Et ça, c'est textuellement marqué. Donc, elle envoie le chasseur, on a Blanche-Neige qui lui fait du charme, et bien sûr, il la tue pas, il tue un marcassin à la place, et il la laisse partir. Mais elle part pas n'importe où, elle part au-delà des 7 montagnes d'Airain, 7, encore une fois, et elle rencontre les 7 nains. Et pourquoi 7 nains ? Parce que 7 nains, c'est 7 gnomes, et gnose, c'est la connaissance. Gnome de gnose. Donc, ils possèdent la connaissance. Et ils font le vitriol.
Le vitriol de l'alchimiste tout à l'heure, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. C'est bien leur métier. Ils creusent l'intérieur de la Terre pour chercher des pierres précieuses. Alors on a cette matière première qui arrive chez les 7 métaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais pour des gens qui détiennent la connaissance, rechercher des pierres précieuses, c'est pour en faire le marchandage Non, on entend précieux, près des cieux, bien sûr. Donc c'est l'éveil, c'est la lumière qui est à l'intérieur. D'ailleurs, en aucun cas, on voit les nains vendre, à aucun moment. Au contraire, quand Blanche-Neige arrive chez eux, d'abord Blanche-Neige, elle arrive, et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle goûte dans chaque assiette, elle boit dans chaque verre. C'est comme si elle se nourrissait des 7 métaux. La matière première se nourrit des 7 métaux. On voit presque une opération. Et vous, quand vous avez fait une opération, vous faites un plat, par exemple, vous mélangez des choses, qu'est-ce que vous faites après? Pour que ça prenne, vous laissez reposer. C'est bien ce qu'elle fait parce qu'elle va se coucher. Et elle trouve un lit à sa taille. Et alors là, il y a quelque chose qui m'avait toujours traumatisé depuis que je suis petit. Quand les nains arrivent, il reste plus que 6 lits, puisqu'il y en a un qui est pris. Alors les nains arrivent, qui représentent ces 7 métaux, ils disent qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'on va la mettre à la porte? Ils disent non, on va pas la mettre à la porte avec ses cheveux noirs comme l'ébène, ses lèvres rouges comme le sang et sa peau blanche comme la neige, donc ils la gardent. Mais ils la gardent à condition qu'elle les nourrisse. Donc une fois que les métaux ont nourri la matière première va nourrir les métaux. Et là on voit cette unité, on voit cet échange avec la nature si on veut réussir la pierre. Il faut à la fois nourrir la nature, mais il faut à la fois que la nature nous nourrisse. Et c'est bien ce qui va se passer. Alors le matin, Blanche-Neige se réveille, il décide de la garder, il décide de retourner à la mine. Mais la vilaine sorcière, elle a toujours son but. À tel point, c'est qu'elle demande à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Et le miroir lui dit, non, c'est pas vous la plus belle, c'est Blanche-Neige. Alors là, elle décide de récupérer ce qu'elle n'a pas pu récupérer avant, c'est-à-dire le soufre et le mercure. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en mercière, elle va voir Blanche-Neige, et elle lui offre un corset. Et Blanche-Neige, elle accepte, et quand elle met le corset, elle le serre tellement fort qu'elle perd son souffle. Et elle tombe sans souffle. Et là, c'est la purification du soufre, c'est la purification du souffle. Elle rentre chez elle, les nains arrivent, la voient par terre, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'elle a un corset trop serré, ils retirent le corset, et elle retrouve un nouveau souffle. Donc on voit la purification de ses émotions. Les nains repartent au boulot, la vilaine sorcière rentre chez elle, elle réclame à son miroir « Est-ce que je suis la plus belle ?» Le miroir lui dit « Non, c'est toujours Blanche-Neige !» Alors là, elle a raté le soufre, elle va essayer d'avoir le mercure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déguise en marchande et elle amène un peigne. Elle lui offre ce peigne. Elle met son peigne dans les cheveux, c'est la partie la plus haute, la plus volatile, la plus subtile. Et quand elle met ce peigne qui était empoisonné, elle tombe sans connaissance cette fois. Donc on voit bien que c'est le mercure puisque c'est la connaissance. Et à ce moment-là, la sorcière rentre chez elle, les nains rentrent, la voient par terre sans connaissance et disent quel malheur, est-ce qu'elle a un corset? Non, elle n'a pas un corset, ils voient un étrange peigne, ils lui retirent le peigne et elle recouvre sa connaissance, c'est la purification du mercure. Et la sorcière, pose toujours la question à son miroir, est-ce que je suis la plus belle? Et le miroir lui dit non, c'est toujours Blanche-Neige. Alors cette fois, elle décide de faire un gros coup. C'est-à-dire, elle décide de prendre les deux d'un coup. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique une pomme. Déjà, le fruit de la connaissance. Bon, c'est une erreur de traduction, mais on va dire que la pomme, c'est le fruit de la connaissance. Et elle prend cette pomme, elle la trempe la moitié. Elle empoisonne la moitié. Une face rouge et une face blanche. Symboliquement, le rouge représente toujours le soufre et le blanc représente toujours le mercure. Et elle amène la pomme à Blanche-Neige, qui cette fois s'est fait avoir 2 fois, elle veut pas la manger. Alors elle coupe les parties en 2, elle mange la blanche et elle lui donne la rouge. Et Blanche-Neige s'empoisonne. Et cette fois, elle tombe comme morte, c'est ce qui est dit. La première fois, on a essayé de prendre le souffle, la deuxième fois, on a essayé de prendre le mercure, et la troisième fois, c'est la matière qui semble morte, car on peut trouver l'esprit qu'en passant par une mort apparente. Et la sorcière rentre chez elle. Et les nains la voient par terre, ils se disent, est-ce que c'est un corset? Non, c'est pas un corset. Est-ce que c'est un peigne? Non, c'est pas un peigne. Alors là, ils sont bien embêtés parce qu'elle semble vraiment morte. Alors, il la déshabille et il la lave avec de l'eau et du vin, liquide blanc, liquide rouge, pour essayer justement de faire ressortir le phénix de tout à l'heure. Et là, il n'y a rien à faire. Alors ils décident de la veiller, chacun leur tour avec une bougie. La première fois, au début des contes, ils l'ont nourrie de matière, avec un verre, avec une assiette. Cette fois, à la fin du conte, ils la nourrissent de lumière, avec 7 bougies. Et une fois que c'est fait, ils s'aperçoivent que, elle ne revit pas. Alors ils décident de la mettre dans un cercueil dont on peut voir de tous les côtés. Mais un cercueil dont on peut voir de tous les côtés, c'est un ballon. C'est comme un ballon de laboratoire. Donc on voit cette matière première qui est passée par les 7 métaux. On a purifié le soufre, on a purifié le mercure. On a apporté la lumière des 7 métaux. Et maintenant, il faut plus qu'il y ait que la lumière à l'extérieur qui accepte de rentrer à l'intérieur. C'est ce qui se passe avec le beau prince charmant, qui représente Mercure, le messager des dieux, toujours beau, toujours jeune. Alors il arrive, il voit ce cercueil de verre, et il demande aux nains, est-ce que je peux vous l'acheter
Alors les nains, ils sont outrés, ils disent non, bien sûr, tu peux pas l'acheter, pour tout l'or du monde, tu pourras pas l'avoir. Donc on voit bien que c'est pas l'argent qui l'intéresse, c'est pas une valeur pécuniaire. Alors le prince réfléchit et il dit « Et si je vous promettais de la chérir jusqu'à la fin de mes jours et de l'amener chez moi ?» Alors là, ils acceptent. Alors là, il y a une fin soft et une fin hard. Donc la fin hard, il lui fait un enfant, et c'est l'enfant naissant qui la réveille, c'est la conjonction de la matière première et de l'esprit, donc c'est bien la pierre philosophale. Et la fin soft, c'est il a fait emporter par ses serviteurs, il fait emporter le cercueil, il y en a un qui trébuche et il y a le trognon de pomme qui sort. Ce qui l'empêche pas de l'amener dans son château pour lui faire beaucoup d'enfants quand même. Mais c'est pas fini. C'est pas parce qu'il y a la conjonction entre l'esprit et la matière qu'on a terminé. Il reste encore les matières puantes. Parce que la vieille reine, elle est toujours vivante. Alors ils invitent la vieille reine au mariage et ils présentent devant elle des galoches chauffées au blanc. Mais c'est des creusets, ça, des galoches chauffées au blanc. Et elle doit les mettre et danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Eh bien, quand j'aurai pris ma matière et que je vais la mettre dans un creuset chauffé au blanc, la matière qui danse, c'est ça, hein, elle danse grâce à la chaleur. Et une fois que cette matière puante sera morte, il restera que la matière pure. Eh bien, vous n'écouterez plus jamais Blanche-Neige de la même manière. Non, là, vous avez brisé beaucoup de rêves. Mais pourquoi Grimm a-t-il réalisé c'est presque une formule? Ah, il y a vraiment des modes d'emploi, je pense. Là, vous en avez une autre histoire de Grimm ou parce que je comptais aujourd'hui vous faire lire une de vos nouvelles, mais elles sont trop longues, hélas. Mais est-ce que vous avez un autre exemple d'un conte de Grimm ou... Il y en a plein. Il y a Cendrillon. Je vous encourage bien sûr à toutes les lire. Je les ai relus le mois dernier. Ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, mais voilà. Donc il y a Cendrillon. Il y a l'Alouette sauteuse et chanteuse. Il y a les 7 corbeaux. Les 7 corbeaux, on peut vraiment aller dessus, mais c'est un peu trop symbolique. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des clés pour comprendre. Donc, mais vous avez aussi, bon, bien sûr tous les contes de Grimm, mais un que j'aime beaucoup. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. Pas dans les contes de Grimm, mais chez Rabelais ou chez Cervantes. Parce que vous remarquerez que Don Quichotte, c'est un grand maigre. Et il est avec Sancho Panza, qui est un petit gros. Bah, c'est le soufre et le mercure. Et c'est le couple infernal qui vont à la quête de l'inaccessible étoile. Et donc, ils vont à la quête et ils chassent pas n'importe quoi. Ils chassent des géants. Et à l'intérieur des géants, c'est quoi? C'est des moulins à vent. Donc, ils chassent quelque chose qui est dans le vent. Et on peut dire en alchimie, on le dit, le vent l'a porté dans son ventre. Donc ils chassent bien ça. Et les géants, dans tous les contes de fées, vont avoir un sens très intéressant. Géant, G à l'intérieur, il y a quelque chose à chercher. Alors Rabelais, tous ces géants en plus commencent par la lettre G. Et la lettre G est intéressante parce que si vous regardez sa forme, c'est une spirale qui va vers l'intérieur et qui nous dit « va chercher à l'intérieur des choses ». Eh bien, vous avez Gargantua, vous avez Grand Gousier, vous avez Gargamel, le père, la mère, le fils, et qui commence et il cherche quoi? La dive bouteille, c'est-à-dire ce qui rend divin, car le vin rend divin. Eh bien, ils vont faire cette quête, et quelle est cette quête à l'intérieur de la dive bouteille? On a parlé tout à l'heure des 4 éléments, il y en a un 5e qui est au-dessus des autres, et ce 5e élément, il s'appelle la quintessence. La 5e essence. Eh bien, là est leur quête. Et c'est pas Gargantua qui va le trouver, mais c'est son fils. Et pour bien montrer qu'il l'a trouvé, cette quintessence, son nom, il va s'appeler Pantagruel. Panta, comme 5. Et la lettre G qui était au début du nom de ses parents vient après le Panta. Et pour bien montrer ça, chapitre 19 du 5e livre, eh bien, il arrive dans l'île de la quintessence. Et là, il rencontre la reine de Lanternois, c'est-à-dire celle qui a la lumière sur la tête, qui l'amène à un prêtre, qui l'amène dans un temple souterrain, et qui lui fait visiter une salle mystérieuse où il l'amène à une fontaine à 7 côtés, sur lequel il y a 7 métaux, avec 7 pierres précieuses. Et à l'intérieur, il trouve la chose qu'il cherche le plus. Et quand il a fini, il est ramené en haut, où on le nomme abstracteur de quintessence. Puisqu'on est dans la littérature, il y a beaucoup de gens qui ont découvert récemment Tolkien grâce au Seigneur des Anneaux. Alors on ne va pas s'attarder sur le film qui passe sur beaucoup de choses, mais dans le livre, dans la série des 3 livres de Tolkien, l'alchimie est présente, très présente. Oui, bien sûr, l'alchimie est présente, mais c'est normal, parce que Tolkien, c'est un philologue, donc à l'origine, c'est un universitaire quand même. Donc, ce qui veut dire qu'il a une connaissance très pointue de toutes les traditions populaires. Donc, la tradition populaire est étroitement mêlée à l'alchimie. Alors, lui, en plus, il parle du petit peuple, il parle de tous les personnages féeriques qui sont particulièrement dans tous les pays du Nord. Donc, bon, il y en a partout dans toutes nos contrées. On parlait de la Bretagne un petit peu tout à l'heure. Ben, bien sûr, il y en a plein qui hantent toutes ces contrées. Il a utilisé aussi des vieilles langues, c'est-à-dire quand il parle la langue des elfes, par exemple,
la manière dont il l'annonce, elle n'existe pas vraiment, mais les runes qu'il utilise, les dessins qui existent, sont une vraie écriture. Donc, il s'est appuyé sur des choses qui sont réelles, qui sont solides. Et dessus, il a fait une geste, il a fait une quête qui est, après tout, celle d'un anneau forgé et qui retourne dans cette forge. Donc, c'est celle de la création de l'anneau. On partait d'une énergie indifférenciée et on l'a fractionnée entre les hommes, les nains, les elfes. Et le but du jeu, c'est de rassembler tout ce qui est épars pour retrouver cette unité. Alors là, évidemment, ça se fait un peu dans la douleur, c'est-à-dire que il n'est de rassemblement possible que contre un ennemi commun. Et la quête, finalement, c'est de dire que même quand cet ennemi commun aura disparu, eh bien, le fractionnement devra disparaître avec. Et bien sûr qu'il a utilisé tous les symboles, il a utilisé les métaux, même quand il parle de mithril. C'est un métal qui existerait, pas sous cette forme-là bien sûr, mais qui est un métal aux propriétés assez étonnantes. Donc il s'est baigné complètement, bien sûr, de cette symbolique. Alors l'alchimie, si j'ai bien compris, c'est être un, c'est-à-dire que la Terre joue sur nous et nous jouons sur la Terre. Je ne vais pas parler évidemment de votre prochain livre que je n'ai pas lu, mais je voudrais prendre cet exemple en préparant l'émission, on l'a effleuré. C'est l'influence de la Terre sur le vocabulaire. Ça m'a paru très intéressant et ça rentre vraiment dans le thème de l'alchimie. La Terre influence notre manière de parler. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on s'exprime. La parole, bien sûr, est importante dans ce qu'elle véhicule. Il y a des tas de manières de transmettre de l'information, mais la parole est quelque chose d'intéressant. Il est quand même curieux de voir quand on va dans une région différente, même si on parle la même langue, et si on n'utilise pas de patois, bien sûr, eh bien qu'on a des accents différents. C'est quand même étrange, alors qu'on parle la même langue. C'est comme si la Terre, à travers nous, avait une influence même sur notre manière de prononcer les noms. Et on peut même se dire, quand je suis dans une région qui ne me plaît pas, eh bien je prends pas l'accent. Je garde l'accent de la région que je viens. Et on a des gens qui prennent jamais l'accent de la région. Par contre, il y a des gens qui le prennent tout de suite. C'est comme si ils acceptaient la région, mais on peut se poser la question, peut-être que la région accepte aussi, ou pas, la personne. Alors, il est curieux de voir que dans les pays rocailleux, eh bien, les accents sont rocailleux. Dans les pays où il fait chaud, eh bien, on a beaucoup de faconde, on va bouger, on a besoin d'exprimer. Dans les pays où il fait froid, quand je dis pays, c'est région, hein, région en France, par exemple. Eh bien, il y a des pays, quand il fait froid, on va garder les mots à l'intérieur de soi. Alors, ce qui est curieux, c'est comme si il y avait un espèce de courant, un espèce de flux qui recouvrait l'univers et qui passait à travers nous. Et selon l'aptitude qu'on avait de faire résistance à ce flux ou pas, eh bien ça conditionnait notre manière de nous exprimer ou d'être en accord. Alors on le voit par exemple avec les prénoms. Oui, il y a des modes. Hein, on a presque des pédigrés. En fonction du prénom qu'on a, on peut quasiment savoir dans quelle époque on est né. Eh bien pourquoi ça, hein? Est-ce qu'on a tous décidé un jour d'appeler quelqu'un? Moi, je sais pas, j'ai un fils que j'ai appelé d'une manière originale, et je me suis dit, c'est forcément original. Bon, maintenant, quand je l'appelle, j'en ai 25 qui se retournent. Parce que c'était pas du tout original, alors que moi, je pensais que c'était original. Ce qui veut dire que j'étais porté par un flux qui ne dépendait pas de moi. Et est-ce que les phénomènes de mode sont induits par des raisons économiques, ou est-ce que c'est induit par quelque chose de sous-jacent qui traduirait un espèce de courant qui traverserait notre univers? Laurent, qui est animateur sur Ici et Maintenant et qui a suivi l'émission depuis le début, me demandait à l'instant si vous pouviez nous expliquer ce que voulait dire en langage des oiseaux, que nous avons défini plus tôt, hommes et femmes. Ah oui, c'est intéressant. Alors vous remarquerez déjà qu'il n'y a que les deux premières lettres qui changent. Derrière, on a M, M, E. Et le M, c'est la lettre de la création, comme la mer. Regardez la forme de cette lettre, on dirait une femme qui accouche. Et le E, c'est le monde. Voyez la forme de cette lettre? 3 barres, matériel, spirituel, divin, que relie l'unité. Donc le ME, ça veut dire aime ton monde. Et quand on l'a 2 fois, on doit vraiment aimer son monde. Si je prends la femme, c'est FE. Et le F, vous voyez, c'est un E au qui il manque la barre d'en bas. Matériel, spirituel, divin. Si je retire la matière, il reste le F du feu. Et bien donc la lettre F représentera le feu. Donc si je prends femme, F-E-M-M-E, la femme, c'est celle qui fait descendre le feu dans le monde. Et c'est pourquoi la femme sera toujours l'intercesseur entre les hommes et les dieux. Jusqu'à ce que l'homme se rende compte que c'est un pouvoir et qu'il le prenne pour lui. Mais à l'origine, la femme fait descendre l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que dans une éducation, la femme, c'est celle qui va construire l'enfant. Qui va faire une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors que l'homme, lui, c'est la lettre H. Et la lettre H, c'est une balance. La balance entre le haut et le bas.
Et la lettre O, c'est l'élément O, mais c'est l'homme dans sa totalité aussi. C'est le corps et l'esprit. Donc en gros, la femme fait descendre le feu, et l'homme le récupère et le fait passer dans son corps. Et c'est pourquoi l'homme et la femme n'est pas n'est pas égal, mais est complet en terre. Et on a vraiment cette complémentarité à ce moment-là. Et heureusement qu'on n'est pas dans l'égalité, parce que si on était égal, il y en aurait un de trop. Alors qu'il y en a un qui va chercher le feu, et l'autre le réalise. Et on va le voir dans l'éducation d'un enfant aussi, non pas quand on veut éduquer un enfant, mais quand on veut l'élever, au sens littéral du terme, eh bien la femme fera ce qui va de l'extérieur vers l'intérieur, alors que l'homme fera ce qui fait de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est l'homme qui amènera l'enfant dans le monde. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Il vous reste encore quelques instants pour poser vos questions à Patrick Burenstenas au 08 92 23 95 20. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. Nous sommes donc avec Patrick Burenstenas. Nous parlons d'alchimie, c'est lui qui en parle. Je vous rappelle le titre de ces deux livres, Le Disciple, 3 contes alchimiques. C'est très beau à lire, c'est très rapide aussi. Je vous le conseille fortement, ainsi que la trame qui est une méthode. Une méthode pour, si j'ai bien saisi le principe, remettre les choses en place. Fatima, bonjour. Oui, bonjour. J'ai une question donc à propos d'une éventuelle boisson alchimique. Je voulais savoir s'il existait à votre connaissance une boisson alchimique et aussi vous dire qu'en passant, mais vous le savez certainement, qu'élixir est un mot qui est d'origine arabe et qui signifie pierre philosophale. Voilà, merci beaucoup. Merci Fatima. Oui, merci pour cette précision, bien sûr. Alors, faut s'entendre sur le terme boisson alchimique. Le vin est une boisson alchimique. Alors, pour rebondir un peu, il y a un alchimiste qui s'appelle Arnaud de Villeneuve qui travaillait sur les plantes. Il cherchait les principes vivants à l'intérieur d'une plante. Et une fois qu'il était dans son alambic et qu'il a eu le produit, il a mis son nez dessus, il a trouvé que ça sentait bon, il l'a goûté, il a trouvé ça absolument formidable. Alors il en a gardé la formule. Et comme il travaillait sur le grand art, l'art Magnus, eh bien il a inventé l'Armagnac. Donc on peut dire que l'Armagnac, par exemple, est une boisson alchimique. Je pense pas que c'était la question que vous posiez. Vous pensiez peut-être de l'élixir, c'est-à-dire de la pierre philosophale diluée à l'intérieur de vin et qui donnerait la longévité et la réponse à toutes les maladies. Et Jacques est avec nous aussi. Jacques, bonjour. Oui, bonjour Patrick, Alexandre et auditeurs, et Tris, bien sûr. Je vais poser un peu la question du naïf parce que devant ce tourbillon, je me sens un peu perdu. Alors, je me demandais, mais alors vraiment bêtement sans doute, s'il faut être français, hexagonal ou pentagonal, je sais pas trop, pour parler la langue des oiseaux, enfin pour comprendre ce que vous dites, parce que Walt Disney c'est un anglais, alors comment il a fait? Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est une question. Elle me paraît très stupide. Bon, voilà. Je vous écoute. Non, c'est pas du tout une question stupide. J'ai utilisé ici parce qu'on parlait en France, mais ça marche bien sûr pour toutes les langues. Par exemple, quand quelqu'un en anglais, vous lui dites le matin réveille-toi, vous dites wake up, nous on va entendre wake up, le chemin de la coupe. C'est pas mal comme réveil. Ah oui, non mais là vous essayez de m'entourlouper. Non, pas du tout. Si vous repreniez mot à mot ce que vous avez dit à propos des de votre langage des oiseaux en français par rapport à l'histoire, vous auriez été obligé de trouver d'autres symboles, parce que ça serait miraculeux qu'avec les jeux de mots que j'ai oubliés, les jeux de mots, enfin bon, que ça retombe pareil, quoi. Non, parce que si vous voulez, la transposition est pas directe, c'est-à-dire qu'on va pas prendre les mêmes mots, mais d'autres mots vont nous conduire à la même chose. Par exemple, en français, on dit antimoine. Bien sûr, c'est un jeu de mots qui marche qu'en français. C'est pour ça que le symbole qu'on va voir, souvent, c'est un personnage qui menace un moine, qui veut tuer ce moine. On l'appelle donc antimoine. Mais par contre, si je le prends en latin, ça va être antimonium, qui veut dire jamais seul. Et s'il est jamais seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre avec. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec? C'est peut-être la lumière. Alors, on le voit dans une autre clé, où vous avez l'âne qui porte le Christ, qui porte la lumière. Pourquoi l'âne? Parce que l'âne, il s'appelle Timon. L'âne Timon, l'antimoine. Alors si je le prends en grec, par exemple, c'est stibine. Et stibine, ça veut dire la voix. Donc, on va trouver une autre clé.
bien que les langues soient différentes. Alors ça va marcher bien sûr en hébreu directement, c'est ce qu'on va appeler la Kabbale par exemple. Ça marche en latin par exemple, où on va comprendre d'autres choses. Vous avez par exemple le chien à côté de Saint-Dominique, qui est toujours placé là. Mais c'est un jeu de mots, parce que avant d'être Saint-Dominique, sa mère rêve qu'il va porter à travers le monde la parole par la flamme. Donc ça devient Dominicanis, les Dominicains, l'association du chien et de Dominique. Donc, vous voyez ce que je vous... Évidemment, en transposition... Je commence à voir un petit peu, mais je pense qu'il faut que j'attende qu'il y ait un livre pour travailler à mon rythme. Hein, voilà. Mais peut-être allez-vous nous livrer le secret d'une langue originelle qui comporterait je sais pas combien peu de lettres. Hein. Bah, j'adorerais. Vous alliez me les détailler, et puis peut-être qu'on va se mettre tous à la réapprendre, parce que évidemment on va pas rester franco-français. Non, mais bien sûr que non. Là, c'était. Il y en a qui en rêvent, hein, et ils aimeraient bien que tout ait commencé et se termine en France. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est peu probable. Merci à toi, Jacques. Merci. Au revoir. 08 92 23 95 20, c'est le numéro de téléphone pour intervenir sur l'antenne de radio ici et maintenant. Si vous pouviez nous résumer les 3 petits contes qu'on peut trouver dans ce petit livre qui est Le Disciple, que j'ai lu plusieurs fois en fait, hein, parce que j'ai lu d'abord, j'ai pris le côté romanesque de la chose, la belle histoire, puis après, même si ça saute aux yeux, parce que vous avez fait en sorte que cela saute aux yeux, après je me suis attardé aux images. La première histoire, c'est celle d'un homme qui découvre sa voie en faisant le mal. Oui, j'ai voulu, à travers ces 3 contes, mettre des choses qui me semblaient essentielles à la voie. Le premier, je dirais pas qu'il fait le mal, je dirais que c'est un élève qui trahit son maître. C'est-à-dire qu'il décide par pouvoir, finalement, de tirer le côté mercantile de l'alchimie. Enfin, il le trahit dès le début. Tout à fait. Il vient pour le trahir, à la base. À la limite, il vient pour rien. C'est un concours de circonstances qui fait qu'il se retrouve avec. Mais peut-être que le maître, si c'en est un, il sait ce qui va se passer. On ne sait pas. Pourquoi la présence de cette femme ? Pourquoi avoir pris ce personnage féminin qui est, elle, est vraiment l'organisatrice du mal ? Oui, mais je pense qu'il fallait un catalyseur. C'est tombé sur elle. Non, mais c'est le fait que ce soit une femme qui m'a surpris par rapport à ce que vous avez dit entre cette femme qui est le raccord entre le ciel et la terre. Oui, mais je pense que c'est pas parce que c'est le lien entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre, que c'est forcément le bon côté. C'est-à-dire que rien n'est ni bon ni mauvais. Et je dirais, les femmes aussi peuvent être parfaitement machiavéliques, elles peuvent être parfaitement matérielles, elles peuvent être, comme elles peuvent être absolument extraordinaires, ni plus ni moins que les hommes. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, c'est un personnage qui s'articule à l'intérieur et qui est finalement, qui n'est que ce qu'elle est. On peut pas lui reprocher d'être ce qu'elle est, mais elle déclenche finalement quelque chose qui fait que, je vous raconte pas la fin, mais parce que est-ce qu'il sera puni ou pas d'avoir trahi son maître, on sait pas. Mais cette histoire n'aurait pas eu lieu si cette femme n'avait pas été là. Je pourrais dire, il n'y a pas de christianisme sans Judas. Donc quelque chose peut se produire. J'allais dire, pour parler d'autres religions, il n'y a pas non plus de création sans Lucifer. Donc il y a forcément un événement déclenchant, dérangeant. Il se trouve que là, c'est une femme. Alors effectivement, il a trahi son maître, mais peut-être... Elle est très belle cette histoire. Et il y en a d'autres. Alors la deuxième histoire, c'est La princesse à la courte mémoire. Et l'idée générale, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut pas quitter ses habitudes. Moi j'ai trouvé que ce second conte était le plus actuel. Oui, c'est vrai, puisqu'on vit un peu ça, un petit peu dans notre monde, où les gens, est-ce que l'amour sera plus fort que l'habitude ? On n'a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe pour avoir la réponse à la fin de ce conte. Ça m'a rappelé ce livre que je viens de lire, dont j'ai reparlé aux auditeurs, Le meilleur des mondes, et le Soma. Le Soma, ce produit qui permet d'être en permanence dans un état second, d'oublier la douleur, d'oublier telle et telle chose. Et c'est vraiment, je trouve que ça parle, les deux se parlent. Et le troisième, donc ? Alors le troisième, c'est Des poids et des mesures. C'est-à-dire l'argument, c'était un apothicaire qui pèse et qui mesure tout, qui a besoin pour exister dans le monde de tout mesurer, qui est obligé de prendre comme disciple un enfant qui lui pèse et mesure rien. Donc qui sera effectivement le maître de l'autre ? Tout ça, je vous le conseille vraiment, c'est au Mercure dauphinois. Et c'est Le Disciple, 3 contes alchimiques. Allez, encore quelques instants, 08 92 23 95 20. Et nous accueillons Guillaume. Guillaume, mais c'est pas grave.
Oui, bonjour. Bah déjà félicitations à vous deux, hein. Toi pour l'avoir trouvé ces invités-là et pour l'inviter d'être ce qu'il est. Et deuxièmement, mais alors j'ai entendu parler comme quoi, alors il y a deux réflexions qui m'ont marqué, c'est comme quoi la réflexion par rapport à l'oxygène qui a pollué le monde et qui a créé la vie. Et deuxièmement que l'homme, quoi qu'il fasse, finissait en réalité par juste suivre le souffle divin en quelque sorte. Et donc je me demandais si aujourd'hui, l'évolution du monde aujourd'hui n'était peut-être pas quelque chose de normal et qu'en réalité on ne faisait que suivre la voie des dieux en quelque sorte. Oui, j'aurais pas tant de déterminisme parce que ça m'embête, mais on est bien obligé de reconnaître qu'il y a des grands courants et que finalement, eh bien, on est aussi amené à les suivre. Hein. Quant au fait que l'oxygène a bien été créé et n'a pas créé la vie, bien sûr, puisqu'il y avait des bactéries anaérobies avant, c'est-à-dire qu'il se passait d'oxygène. Mais je veux dire que la civilisation aujourd'hui qui existe comme elle est, les animaux et nous-mêmes humains, on est le fruit d'une pollution. Ce qui veut dire que peut-être on prépare l'avènement d'une future espèce qui sera très spirituelle, qui sera extraordinaire, qui vivra dans la radioactivité et l'oxyde de carbone et qui trouvera ça très bien. Oui, voilà, c'est ça que je demandais. Et donc, est-ce que justement, ça serait pas la voie normale de l'homme de jouer, peut-être pas aux apprentis sorciers, mais de justement chercher sans arrêt tout le temps des nouvelles énergies et des nouvelles manières de consommer en quelque sorte. Peut-être oui, mais je dirais on fait ce qu'on peut aussi. C'est-à-dire que c'est déjà pas mal. On est ici dans un monde où on est un petit peu débordé par les événements et l'important finalement est d'essayer de faire ce qui nous rend heureux. Il n'y a qu'une seule règle qu'on va suivre, en tout cas que l'alchimiste va suivre. Ni bien ni mal, parce que la morale est relative. Hein. Ce qui est bien pour vous n'est pas forcément pour moi. Mais il va essayer de faire, ce qui lui semble juste, et dans tous ses actes, il se posera la question, est-ce que je rassemble ou est-ce que je fractionne? Si je fractionne si je fractionne autour de moi, c'est que pour moi c'est quelque chose de mauvais. Par contre, si je me rassemble moi et si je rassemble autour de moi, c'est quelque chose de bon. Sans se poser la question de savoir, il y a une punition divine, il y a quelque chose qui se passe, et surtout sans se poser la question, est-ce qu'il y a une vraie conscience derrière ça? Parce que vous dites, on suit par exemple le vent divin, mais rien ne dit qu'il y a une conscience derrière ça. Ça peut être seulement un phénomène. Peut-être que Dieu est un ver géant et à chaque fois qu'il se retourne, il y a un cataclysme sur la Terre dont il n'a aucune conscience. Est-ce que moi j'ai conscience des cellules qui existent dans mon corps? Pas du tout. J'ai peut-être une cellule très pieuse à l'intérieur de mon corps qui loue la cellule divine qui a créé la cellule à son image. C'est génial. Voilà, Guillaume. Je vous remercie en tout cas, c'est fabuleux. Merci à vous. Au revoir. Colette, bonjour. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour. J'ai une question à poser. Comment faire pour s'aligner et permettre le passage de l'énergie? Donnez-vous une réponse dans un de vos livres. Dans la trame, j'imagine, non? Oui, disons que dans la trame, il y a une réponse thérapeutique, c'est-à-dire il y a une réponse de mécanique. C'est-à-dire qu'en faisant un certain nombre de gestes, en créant cette séquence, oui, on va avoir un réalignement. Bon, mais je dirais... toutes les méthodes de respiration, c'est un peu un vaste sujet pour en répondre aussi d'une manière aussi courte. C'est difficile de répondre à ça. La seule chose que je pourrais vous donner comme conseil immédiat, c'est de vivre le moment présent vraiment dans son intensité. Et vraiment, la chose principale qu'on doit dépasser, c'est la peur. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment la peur d'être seul, la peur d'être fractionné, la peur de ne répondre à rien. La peur d'autrui. Voilà, bien sûr, la peur d'autrui, mais ça veut dire que je considère que les autres m'agressent. Alors que si moi je suis encore une fois... si vous voulez, le problème, c'est quand j'ai vécu quelque chose qui m'est négatif, j'ai toujours tendance à penser que le reste va toujours être négatif. C'est pas vrai, je crois qu'il faut se réouvrir un petit peu au monde et laisser passer un petit peu les choses. Je vous remercie parce que vous éclairez une facette de moi-même. Écoutez... Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Merci à Colette. Nous accueillons maintenant Mickaël. Mickaël? Oui. Oui, tu es à l'antenne. Oui, c'est moi. Eh oui. Oui, je voudrais parler à l'animateur. Allô? Allô? Problème de téléphone, sûrement. Je ne sais pas. On va en profiter pour amorcer une conclusion. Il nous reste 6 à 7 minutes à passer ensemble. Une longue conclusion. Patrick, qu'avez-vous voulu faire passer aujourd'hui en faisant cette émission? Quel est le but?
Je dirais, moi, je parle de moi, c'est un peu d'égocentrisme, mais l'alchimie, pour moi, a transformé ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai pas toujours fait de l'alchimie, et j'ai vraiment eu une manière de vivre qui est complètement différente pour moi. C'est pas la pilule miracle, c'est pas surtout faites de l'alchimie pour être heureux, mais ce que je veux vous faire sentir, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que chacun peut trouver une voie avec laquelle il sera en équilibre. Pas forcément celle-là. Il y a pratiquement autant de voies que d'individus. Et l'important, c'est qu'on puisse trouver une voie qui nous rende heureux et surtout qui nous rende libres. En aucun cas, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi. Quand on suit quelqu'un qui va vous guider d'une manière un peu trop précise, on peut se poser la question de savoir s'il vous guide sur vos pas ou sur les siens. Ça veut dire aussi que vous prenez votre destin en main. Ça veut dire aussi que vous goûtez chaque chose. Ça veut dire aussi que chaque chose pour vous peut être un moment de bonheur sans borne. C'est vous qui décidez. Par exemple, je vais vous annoncer une très mauvaise nouvelle. Quand vous allez sortir, tout va être affreux, les gens vont être désagréables, les maisons sales. Et je vais vous annoncer une excellente nouvelle, tout va être merveilleux, vous allez sauter au cou de tout le monde. Alors que l'univers n'a pas changé d'un iota. C'est votre point de vue qui a changé. Ce qui veut dire par là que si vous êtes capable de changer de point de vue et d'avoir un point de vue qui vous rend heureux, quels que soient les événements, vous serez en équilibre. Et je pense que pour moi, c'est ce que m'a apporté l'alchimie. Elle m'a apporté déjà quelque chose de fondamental. C'est, j'ai plus de questions aujourd'hui. Vous allez dire, c'est très présomptueux de ma part. Mais si j'étais aujourd'hui devant un oracle et qui me disait, mais quelle est la question fondamentale que tu as à poser, sincèrement, aujourd'hui, j'en ai pas. Et ça, déjà, c'est quelque chose d'excessivement reposant. La deuxième chose aussi, ça m'a appris à être. C'est-à-dire que, oui, on peut pas plaire à tout le monde. Tant pis. Et les relations qu'on a avec les gens, c'est des vraies relations. Parce que sinon, l'autre n'aime chez vous que l'image que vous représentez. C'est comme si on avait l'image de l'un qui épouse l'image de l'autre. Mais un jour ou l'autre, maintenir une image 24 heures sur 24, ça en coûte de l'énergie. Alors l'image tombe, et bien sûr, l'autre, il met le doigt dedans, puis il dit « Ah je te croyais pas comme ça. » Alors que si vous êtes, les relations, ça sera des relations vraies. Je pense que si l'alchimie m'a apporté quelque chose, c'est une paix absolue, une tranquillité totale, et vivre le moment présent sans regretter le passé et espérer un éventuel futur. Il y a un mot qui me paraît étrange dans toute cette définition de l'alchimie que nous avons développée, c'est le mot maître. Pourquoi utiliser le mot maître ? Je trouve que c'est en totale contradiction avec le sujet. J'ai assez peu utilisé le mot maître, sauf à titre anecdotique. Mais autrement, en alchimie, il n'y a pas de maître. Qui dit maître dit sous-maître. Donc c'est évidemment pas le cas. Et justement, on parlait de Léonard de Vinci tout à l'heure, qui disait « médiocre est l'élève qui ne dépasse pas le maître ». Donc, en alchimie, c'est bien pour ça qu'il n'y aura pas un enseignement de maître à élève, mais on va saupoudrer des choses. Et l'élève, entre guillemets, c'est-à-dire celui qui reçoit quelque chose, il fera son chemin à son rythme. Et on peut souhaiter qu'une chose, c'est qu'il devienne bien meilleur que le maître. Si maître il y a, au mauvais sens du terme, dès que l'élève va arriver à son niveau, il va s'arranger pour le laisser derrière pour garder son pouvoir. Mais le but de quelqu'un qui suit cette démarche, qui veut transmettre quelque chose, vous savez, la transmission, ou plutôt la connaissance, c'est comme une rivière. Pour que ça marche, il faut deux conditions. La première, il faut que ce soit relié à la source, et la deuxième, il faut que ça coule. Si une des deux conditions n'est pas réalisée, ça marche pas. Si c'est pas relié à la source, ça sèche. Si ça coule pas, ça croupit. Donc, celui qui possède une connaissance, possède, c'est pas le mot, mais qui a cette connaissance, a quasiment pas le choix. C'est-à-dire qu'il doit en faire quelque chose. Donc vous nous avez donné la définition de votre alchimie qui est différente pour chacun. Sans aucun doute, bien sûr. Bien sûr, et c'est pour ça que on cherche tous l'unité. Par conséquent, les chemins sont individuels, mais conduisent tous au même endroit. C'est les feuilles qui conduisent tous au même tronc. J'oserais dire le tronc comme un. Et certains parleront d'égoïsme. Je dirais l'égoïsme, c'est tout ramener à soi. Là, c'est pas le cas. On est soi, on se bâtit et on rayonne à partir de ça. Pour avoir une vraie relation avec quelqu'un, on doit d'abord être plein. Sinon, l'autre bouche le trou qu'on a. Et le jour où il sera parti, j'aurai toujours le même trou. Et bien sûr, je vais chercher quelqu'un d'autre qui va boucher le même trou. Et je vais dire, j'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur les mêmes. Personne ne devrait jamais nous manquer. Alors là, on va dire, c'est vraiment de l'égoïsme. Non. Quand on aime quelqu'un, il nous manque pas. On n'a pas cette relation, on n'a pas ce lien, on n'a pas cette attache. C'est une fusion complète. Donc, on doit d'abord être plein et complet soi pour ensuite avancer sur une voie. C'est pas la voie qui va nous remplir.
On doit d'abord se remplir, être plein, et ensuite on trouvera quelque chose. Merci beaucoup.